Les 10 et 17 juin 1932 paraissaient dans l'Action française les critiques de François Vineuil consacrées au film L'Atlantide. Nous commençons par le premier article du 10 juin 1932, texte intégral. Nous avons trop souvent commenté ici le cas de Georg Wilhelm Pabst pour revenir longuement sur les présomptions défavorables que son nom nous inspire aussitôt. Nous reprochons à l'auteur de La Rue sans joie et de 4 de l'infanterie l'opacité et la lourdeur de son germanisme. Un film de Pabst ne s'éclaire que pour insister sur une thèse inutile, déplacée ou rudimentaire. Dans l'opéra de Katsu, en particulier, son ouvrage le plus décevant et le plus vanté aussi. Nous pensons que nos lecteurs ne se sont jamais trompés sur le sens de ses réserves. Pabst est beaucoup trop crédule, pesamment systématique, pour que l'on puisse raisonnablement attendre de lui ses conquêtes spirituelles, seul progrès nécessaire de l'art cinématographique. L'Allemand ne peut partager, comme le veulent certains, la place unique occupée en Europe par René Clair. Il va de soi que l'œuvre de Pabst mérite toujours la discussion et domine de très haut la production internationale courante dans les studios français et berlinois. Pabst n'a jamais cessé, même dans ses pires erreurs, d'être un bel et consciencieux ouvrier. Il est un des 3 ou 4 metteurs en scène européens qui ont le droit de revendiquer la pleine responsabilité de leurs erreurs. Au train où va le monde cinématographique, c'est presque un titre de gloire. En d'autres termes, Pabst a su gagner sur le marchand une précieuse indépendance, plier à ses volontés leurs suspicions, leur cupidité. Nous n'avions pas redit cela au sortir de l'opéra de Katsu, tant nous étions exaspérés par le galimatia des dernières images, l'emprisonnement d'un beau poème par un primaire d'outre-Rhin. Il fallait rappeler les qualités de Pabst devant son Atlantide, sinon la probe vigueur de sa facture serait inexplicable. Nous avons bien dit la facture, sans plus. Nous supposons que tous les spectateurs reliront, ou ont relu, comme nous venons de le faire, le délicieux et passionnant récit de Pierre Benoît. Leur première réflexion devant la première image sera donc à coup sûr la nôtre. Cela part mal. Un conférencier dans un studio radiophonique parle de l'Atlantide. Il n'est pas certain que l'île légendaire ait été complètement engloutie. 2 officiers de méharistes sur la terrasse d'un Borge saharien écoutent, jusqu'à ce que l'un d'eux, le capitaine de Saint-Avit, se redresse en disant « Il a raison » et de confesser bientôt son aventure au lieutenant Ferrière. Nous savons fort bien que l'exposé cinématographique et l'exposé littéraire ne peuvent être parallèles. Il faut des truchements. Mais quoi? Pabst se contente de cet accessoire du haut-parleur, si souvent utilisé depuis le Requin d'Henri Chaumette, où son intervention était réellement dramatique. La trouvaille est bien médiocre. Jusqu'à la dernière bobine, nous pourrons ainsi relever les subterfuges presque tous insuffisants ou trop attendus de Pabst, aux prises avec un merveilleux scénario. Encore une fois, il ne s'agit pas de condamner une transposition nécessaire, et dont on a eu la courtoisie d'avertir M. Pierre Benoît, mais de savoir si elle était bien la seule possible. Pabst aura beau jeu pour défendre son découpage, car il lui a permis d'imprimer au film une cadence soutenue, dont on ne retrouve l'équivalent ni dans les 3 pages d'un journal, ni dans la tragédie de la mine, ni surtout dans l'opéra de Katsu. Mais à quel prix? Le départ pour l'extrême sud des 2 officiers est bien réalisé. On a omis, sans raison plausible, l'épisode du bourricot mourant, à qui le capitaine Morange donne sa provision d'eau, et où s'esquissait déjà la figure franciscaine et ascétique du moine soldat. On introduit par contre, pour quelques instants, une journaliste étrangère tapant des articles sous la tente. Cette scène est le type des inutilités familières à Pabst. Mais les paysages aux grandes ombres sont beaux. Il semblait paradoxal d'envoyer au Sahara un peintre de bouges et d'alcôves comme Pabst. Il a su y choisir des photographies immaculées qui, même à l'écran, nous brûlent les yeux
Et pour l'entrée dans le Hogar de la petite troupe, cette fantastique muraille de granit dont parle Pierre Benoît. Les deux officiers, guidés par le targui taciturne à qui ils ont sauvé la vie, s'engagent dans ce défilé. À cet instant, nous sommes prêts pour les plus folles aventures. Ce n'est malheureusement pas le cas de Morange ni de Saint-Avit. Souvenez-vous du livre, Morange découvrant sur un rocher une inscription étonnante, Antinéa, du grec traduit en caractère tiffinard. L'on a estimé impossible de porter sur l'écran populaire ces émois d'étymologistes. Soit, mais il importait alors de les compenser. Il fallait que les deux officiers, en acceptant de suivre le targui, fussent enfiévrés déjà par le goût du mystère, saisis par l'horreur attirante d'un vertige. On ne nous le dit pas. On déforme la scène fantastique, adaptée d'avance au cinéma, de leur saoulerie dans la grotte où le targui allume un feu de hashish, tandis qu'ils découvrent la supercherie des inscriptions. Les deux spahis sont simplement, avec Pabst, victimes de la plus vulgaire embuscade. Leur ordonnance arabe est assassinée, une nuée de Touaregs fond sur eux et les ligote après une bataille en règle. On les emporte au palais d'Antinéa. Nous aurons bien de la peine à y partager la surprise qu'ils doivent feindre. Le nid d'aigle et de volupté, la féerique et inaccessible forteresse suspendue au-dessus du Sahara, à 2000 mètres parmi les palmiers et les orangers, n'est qu'un village arabe. Un village de plaine par surcroît. Les perspectives ne peuvent mentir. Avec un chantre nègre et un phonographe. 100 mètres du film sont ainsi montés dans le style documentaire le plus plat. L'intérieur de ce palais, qui doit nicher parmi les bâtisses indigènes, n'offre rien de beaucoup plus étonnant. C'est ici que les omissions volontaires de Pabst nous semblent le plus regrettables. On se souvient dans la véritable Atlantide de la stupeur des prisonniers tombant en plein Hogar sur une faramineuse bibliothèque. Les dialogues perdus de Platon, les historiens et les géographes grecs, les incunables, toutes les revues archéologiques d'Europe et d'Amérique. Ces jeux si amusants de lettrés autour d'un fatras d'érudition ont été impitoyablement supprimés. Que voulez-vous? Nous ne sommes plus dans le monde auquel appartient M. Pierre Benoît, nous sommes au cinéma, et cet humour scientifique n'est pas possible à l'écran. C'est bien ce que nous lui reprochons, ou, tout au moins, de ne rien nous offrir en échange. Un Français, si médiocre cinéaste fut-il, n'aurait jamais consenti à écarter la funambulesque physionomie de M. Lemège, auteur d'une thèse sur Jeanne d'Arc et les Touaregs, ancien professeur à Mont-de-Marsan, nonobstant officier d'académie et archiviste paléographe de la petite fille de Neptune. Combien il est fâcheux de n'avoir pas su utiliser le pittoresque des personnages secondaires de M. Pierre Benoît. On le saisit surtout devant les trop rares apparitions du comte Casimir, étement de Jomire, ancien boulevardier et père probable d'Antinéa, unique concession qu'ait su faire à la verve du romancier français un photographe germain qui ne comprend guère la plaisanterie. Amputée de toute sa partie excentrique, la nouvelle Atlantide l'est aussi de presque tous ses éléments fantasmagoriques. Plus de chambres des morts où les 52 amants d'Antinéa, embaumés dans leur gaine d'orichalque, attendent que la reine vienne s'asseoir pour toujours sur son trône au milieu d'eux. Nous demeurons même fort mal renseignés sur les sanguinaires caprices de cet Antinéa. Nous voyons la fin misérable d'un Suédois qu'elle a congédié et que l'on incinérera très prosaïquement, mais nous ne savons pas quel est le numéro de l'infortuné jeune homme dans la série des victimes de la reine. Il est vrai que M. Lemège n'est pas là pour calligraphier d'une main indifférente sa pancarte mortuaire. M. Pabst, enfin, considérant avec quelque raison que les pages de M. Pierre Benoît laissent le champ libre à l'imagination, avait fait annoncer dans tous les communiqués de presse qu'il s'efforcerait d'expliquer l'Atlantide. Or, voici que son Morange est justement inexplicable. C'est, ma foi, un gaillard largement constitué. Antinéa, comme chacun sait, est belle fille.
On ne comprend pas du tout le vœu d'opiniâtre chasteté de ce magnifique spahi. Pabst a simplement oublié, car il ne peut s'agir que d'un oubli, de nous rappeler la vocation religieuse du capitaine Morange, qui a derrière lui 3 années de noviciat chez les bénédictins, et qui n'aspire qu'à les rejoindre dans leur solitude. À la fin, on s'aperçoit bien que le grand collier qu'il porte est un chapelet. Encore faut-il prendre garde à cette allusion tardive et dissimulée. Tout ce qui doit arriver désormais dans cette Atlantide tronquée arrive à la place où l'on l'attend. Avec Saint-Avit, Pabst se perd volontiers dans les dédales du palais. Dès que ce metteur en scène peut enfermer un de ses acteurs entre 4 murs sombres et sous une voûte basse, il ne se tient plus d'aise. Nous l'avons déjà dit, pour le lui reprocher, Pabst n'aime rien tant que de tourner dans un placard. Ses promenades effarées passent pour le type de la variation cinématographique. Si Pabst était un homme de jugement solide, il aurait compris que sa tâche n'était pas de rechercher dans l'Atlantide les moindres prétextes à la mobilité, mais de varier au contraire, en plan très court, les aspects de ce palais dont M. Pierre Benoît lui indiquait la singularité avec tant de complaisance. Saint-Avit, cependant, rejoint Antinéa, et pressé dans ses bras délicieux, il reçoit l'ordre meurtrier et tue Morange par derrière. Réveillé, il veut se retourner contre Antinéa. Il est maîtrisé par les Touaregs. On connaît sa fuite désespérée dans le Sahara avec la petite Tanit Zerga et comment il a été retrouvé agonisant de soif et sauvé. On revoit tout cela dans le film en images sobres, rapides, mais qui déblaient la narration sans lui apporter le moindre élément neuf. Pour sa conclusion, Pabst fait repartir Saint-Avit seul sur la route du Hogar. Le lieutenant Ferrière perd sa trace dans une violente tempête de sable. Peu nous importe que ce comparse n'ait pas suivi, comme dans le livre, le destin de Saint-Avit. Pierre Benoît avait besoin de le supprimer. Il fallait simplement à Pabst un sforzendo pour terminer son film, et il l'a trouvé. Voilà un exemple d'adaptation légitime, quoique très large, tandis que les autres interpolations ou omissions du film ne constituent que de regrettables lacunes. En somme, Pabst a utilisé la méthode du moindre effort. Il a ramené aux limites trop connues de la pellicule un scénario foisonnant d'inventions, rejeté à peu près tout ce que l'on ne pouvait pas dire avec le vocabulaire consacré de l'écran. Nous aurions aimé que, pour la circonstance, il découvrît quelques termes nouveaux. Il n'est pas un seul des modes d'expression dont il fait emploi qui n'est traîné à travers tout le cinéma. Il lui reste, comme nous l'avons dit par souci d'équité au début de cette chronique, de les avoir assemblés avec goût. Nous avons souvent formulé de nombreuses réserves sur les montages de Pabst, lents et mal rythmés. Les images de son Atlantide sont appauvries, banalisées, mais assez solidement liées entre elles. À défaut de poésie, de fantaisie, d'imprévu, le film possède une unité de ton, il est animé d'un mouvement régulier et puissant. Nous avouons être assez sensible à ce mérite-là. Quant au travail photographique, il est admirable, presque trop. La vie déserte, ces images fignolées, vernissées, parfaites. Les décors sont d'une simplicité volontaire. Là aussi, Pabst a joué de prudence, usé d'une tactique négative, au détriment d'ailleurs de son instinct pictural, qui nous avait valu, dans l'opéra de Katsu, quelques véritables tableaux de musée. Maquis chez les filles, par exemple. On le félicite d'avoir répudié les poncifs les plus voyants de l'exotisme, mais on lui aurait voulu davantage d'audace. On le regrette d'autant plus qu'il pouvait n'importe quoi avec l'interprétation réunie, et pour laquelle il avait fait preuve d'une heureuse compréhension de son sujet. Le visage mâle et ferme de Jean Angelo, titulaire déjà du rôle de Morange dans l'ancienne version de Feder, la nervosité un peu hagarde de Pierre Blanchard, le lieutenant de Saint-Avit, répondent admirablement aux besoins de leurs personnages, que ces bons acteurs ont d'ailleurs joué avec beaucoup de foi. Monsieur Angelo a quelques intonations fausses, comme la plupart des comédiens obligés à parler après une longue éducation muette, mais il rachète amplement ces quelques erreurs par la force de ses attitudes. On a trouvé pour le rôle de Tanit Zerga une ravissante petite moricaude. Monsieur Sokolov, Lettement,
est peut-être l'acteur le plus doué de toute la troupe. Il faut engager d'urgence dans des films gais cet impayable bavard. Mademoiselle Brigitte Helm est une Antinéa à coup sûr beaucoup plus plausible que jadis Mademoiselle Napierskowska, danseuse réformée pour adiposité et travestie pour l'occasion en mouquère mûrissante. Nous avons aperçu Mademoiselle Brigitte Helm l'autre jour au Miracle. C'est une belle jeune fille, musclée, dorée comme un abricot. Son petit profil dur, ses lignes allongées répondent bien à la description si adroitement mesurée que nous en donne Pierre Benoît. Un Adonis plus nerveux, une reine de Saba enfant. Il eût mieux valu, certes, qu'elle fût brune. Quelques photos de sa tête bizarrement coiffée en boucle nous avaient évoqué les déesses néo-grecques de M. Cocteau. À la projection, ces fâcheuses impressions s'évanouissent. Ces coques sur le petit front buté étaient le seul artifice possible avec la chevelure pâle de la jeune Germaine. Maintes indications des yeux et des lèvres sont très belles et éloquentes dans la scène des échecs avec Saint-Avit, une des rares bonnes trouvailles de Pabst. Cependant, chez Mademoiselle Brigitte Helm, la noblesse et le dédain sont ceux d'une vierge hautaine. Cela aussi est dit dans l'Atlantide. Mais la pureté de la belle Allemande est glacée, beaucoup plus froide que celle de Mademoiselle de Bernburg dans Jeune fille en uniforme. La femme n'y transparaît jamais, et son rôle d'ensorceleuse, déjà si difficile à nous faire admettre dans un spectacle, en devient vers la fin presque inintelligible. L'Atlantide de Pabst doit inviter à l'humilité tous les hommes de cinéma qui prétendent rivaliser avec les hommes de plume. Second article du 17 juin 1932, texte intégral. Au bout de 2 colonnes, la semaine dernière, nous n'avons plus trouvé la place de féliciter Odette Florel, qui a bien voulu accepter dans le film de Pabst un rôle de 150 mètres, que personne n'eût pu tenir avec autant de brio. C'est sans doute le fragment le mieux venu de tout le film. Pressé de questions par le lieutenant de Saint-Avit, l'étement de Jitomir s'exclame « Antinéa, mais c'est Paris !» À cette réponse sibylline fait aussitôt écho à un refrain de quadrille, et le film recule jusqu'à l'aventure matrimoniale de Clémentine. Pierre Benoît avait imaginé une Laurette du Troisième Empire, une fille de Gavarnie. Pabst a cédé une seconde fois à son ingénieuse admiration pour nos maîtres Renoir, Manet, Toulouse-Lautrec, dont les musées de Prusse et de Bavière gardent de si beaux échantillons. Odette Florel danse donc le French Cancan de 1890. Elle y est étourdissante comme une professionnelle, et rien ne lui va mieux que les longs gants de la gommeuse, les grands bas noirs à côte, et les bouillonnés de 12 jupons. C'est au bal Mabille qu'elle fascine le chef Targui, qui deviendra le père d'Antinéa. Nos producteurs n'ont Dieu que pour des Hongroises, des Russes, des Roumaines, dont nous ne discutons pas le gracieux exotisme. Mais il a fallu un teuton pour découvrir la frimousse parisienne d'Odette Florel. C'est l'opéra de Katsu, histoire de brigands anglais tourné à Berlin, qui nous l'a révélé. Quand se décidera-t-on à lui attribuer sur un écran français le rôle d'une fille de chez nous, qu'elle est presque seule à pouvoir tenir, sans aucun artifice, parmi 500 ou 600 cabotines sottes et arrogantes comme des pintades? Encore un mot au sujet de l'Atlantide. On a lu sous différentes plumes que Pabst, après avoir annoncé d'abord qu'il expliquerait Pierre Benoît, s'était ravisé en songeant à la diffusion universelle du roman, pour concevoir autour de son intrigue un film purement décoratif. C'est beaucoup dire. Pas une des images très soignées et très solides dans leur cadre de la Nouvelle Atlantide ne dénote le moindre effort de stylisation originale. Un film purement décoratif dont tous les éléments seraient empruntés serait une bien médiocre chose. L'Atlantide de Pabst vaut mieux que cela, malgré ses trous et sa lourdeur. C'est un film de second ordre, assez académique, sagement et sobrement narratif, avec une prédominance très remarquable et très heureuse de l'image sur le verbe.
il nous paraît bien inutile de subtiliser sur les inventions très usuelles de M. Pabst, excellent artisan qui n'a jamais dessiné de ses propres mains qu'une dizaine d'eaux-fortes, mi-réalistes, mi-fantaisistes, et d'autant plus saisissantes qu'elles sont plus réalistes, dans son trop fameux opéra de 4 sous.